Vers la fin des années 90, une grande leçon nous a été transmise de l'une des plus grandes séries de tous les temps, Les Simpsons. Certainement le cartoon le plus récompensé de tous les temps, il entame aujourd'hui sa 29e saison et 28e année d'existence. Le show a réussi à vivre aujourd'hui plus longtemps que Kurt Cobain et taquinera bientôt Jésus. Dans les années 90, le cartoon est devenu incontournable, acclamé pour son humour, son cœur et sa satire. Mais tout le monde sait, Les Simpsons d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Et je rajouterais même qu'ils ne sont plus les mêmes cartoons. Sur le chemin, les Simpsons ont perdu ce sel, cette finesse, mais surtout et avant tout, ils ont perdu de vue leur valeur. Les Simpsons est le produit de la rencontre de trois hommes, Matt Groening, Sam Simon et James L. Brooks. Matt Groening est le vilain petit canard. Avant les Simpsons, il développait une bande dessinée un poil sinistre, appelée La vie en enfer. Groening dessine pour la première fois la famille Simpson après avoir été contacté par James Brooks. Brooks voulait un format animé court à diffuser pendant le Tracy Ullman Show. Groening, et ses premiers travaux le montrent, est à l'origine du satirisme si identifiable des Simpsons. Et c'était à l'époque un changement très ambitieux. Les premiers épisodes sortent à la fin des années 80 dans un paysage télévisuel dominé par les sitcoms familiales, légères et très conformistes. Mais pourtant, c'est la satire qui va largement faire connaître les Simpsons. Et c'est elle aussi qui va harponner un public beaucoup plus vieux, plus si habitué à regarder des cartoons. Il était quasiment inimaginable à l'époque d'introduire un personnage comme Monty Burns, un représentant des dérives capitalistes, ou même de poser les bases de lutte des classes. Surtout dans une série comique avec une large audience, majoritairement en bas âge. Sam Simon, le deuxième créateur, est un peu l'homme derrière la blague. Bien sûr, il n'est pas l'homme derrière toutes les blagues. Les épisodes réunissent toujours un panel très large d'auteurs qui pendant des heures vont s'envoyer des idées de blagues. Mais Simon était celui qui poussait toujours les auteurs à trouver les rires à travers les personnages et leurs caractères. Simon refusait de voir les Simpsons devenir une succession de gags. L'humour devait venir du personnage face à l'environnement, du caractère d'un tel face à une situation, et non l'inverse. Marge, this may be hard to believe, but I'm trapped inside two vending machines. Un personnage doit rester fidèle à sa personnalité et ne pas être modelé pour coller à une blague. Bien sûr, dans un sens, tout dans un récit suit cette logique de personnage-situation. Mais la leçon de Simon, et c'est ma théorie, a incité les auteurs à créer toujours plus de personnages diversifiés avec des profils types. Une bande de clichés ambulants. C'est une technique d'écriture qui permet tout simplement de penser à n'importe quelle blague et ensuite d'y appliquer le personnage qui y collerait le mieux. Ça évite aussi de travestir des personnages comme Homer, par exemple, pour coller à la situation. Similairement, Chuck Jones, le créateur de Bugs Bunny, Daffy Duck ou encore Bibi Coyote, avait une règle très simple pour Bugs Bunny. He has to be provoked. And we learned that. It was very important that he be provoked, because otherwise he'd be a bully. Of course you realize this means war. Son caractère est celui d'un farceur et il est constamment en conflit avec les autres personnages du dessin animé. Mais Jones mettait l'accent sur le déclenchement de ces conflits. C'est une règle d'or qui, non respectée, changerait du tout au tout notre ressenti d'un lapin jovial mais revanchard à une brute un poil sadique. James Brooks, le troisième créateur des Simpsons, est le cœur. Il a joué le même rôle que Simon dans le développement. Brooks insistait pour que les auteurs développent des histoires poignantes, et que les personnages soient simplement humains, évoluant dans un monde de fous. Lui aussi trouvait idiot de limiter le cartoon à une série de gags, et de rendre ces personnages irréels et invincibles pour le bien d'une blague. Il fallait que l'histoire puisse toucher. Et le show a toujours su trouver ces instants simples et émouvants. D'un Homer qui sacrifie ses rêves pour subvenir à ses enfants, au souvenir d'enfance de Bart et Lisa qui les fait s'enlacer l'un l'autre à la fin d'un épisode centré sur la compétition entre frères et sœurs. They're both losers! Losers! La satire, la blague et le cœur. Les trois règles indissociables de l'âge d'or des Simpsons. La chute de popularité des Simpsons vient selon moi d'un laxisme vis-à-vis des règles d'or des créateurs. Au début des années 2000, quelques auteurs partent ici et là, et le déclin se fait déjà lentement ressentir dans les scores. Bien sûr, le show n'a pas changé radicalement du jour au lendemain, mais on attribue la mort des Simpsons à l'épisode Le Principal, The Principal and the Pauper. L'épisode est tiré d'un roman de Mark Twain, The Prince and the Pauper. Le roman raconte l'histoire d'un enfant pauvre qui découvre son sosie en la personne du prince Édouard, le fils d'Henri VII. Les deux garçons vont échanger leurs vêtements et vivre la vie de l'un l'autre. L'épisode, lui, est centré sur le principal Skinner, un personnage très récurrent et connu pour son caractère vieux jeu et sa relation malaisante avec sa mère. L'histoire dévoile le passé caché de Skinner, celui d'un soldat qui a juré de reprendre et continuer la vie de son ami mort au combat, quitte à aller vivre chez la mère de ce dernier. L'épisode est vivement considéré par les fans et la critique comme le début du déclin des Simpsons. Matt Groening, comme plusieurs auteurs, considère l'épisode comme une erreur. Malgré ça, l'auteur en charge de l'écriture, Kim Keller, le considère comme le meilleur de la série. L'épisode fait l'effet d'une douche froide puisqu'il défait tout ce que le public tenait comme acquis sur le principal Skinner. Selon moi, l'erreur de Keller est d'avoir désacralisé la règle de Simon, qui était de ne pas modeler un personnage pour coller à une blague,
ou un plot twist franchement passable. L'épisode maudit est le deuxième de la saison 9, et après lui commence le déclin de la série. Ce que l'audace de Keller va faire, c'est excuser le laxisme des auteurs vis-à-vis des règles d'or des créateurs. Et les 10 dernières saisons illustrent bien ce manque total de rigueur. Le show a fini par devenir une vitrine à la culture populaire qu'il critiquait par le passé. Ses personnages sont devenus des boules de pâte à modeler. Homer peut enfiler n'importe quel costume, devenir président ou partir sur Mars l'espace d'un épisode. Peu importe. Le Homer simple, un peu béné et feignant, mais surtout aimant et humain des premières saisons, s'est transformé en une espèce de demi-dieu bipolaire qui pourrait faire la plus illogique des actions pour coller à une blague. Et le show ne parvient plus à lever la moindre émotion. Mais comment pourrait-il ? Ces personnages n'ont plus rien de crédible. Comment avoir peur, être angoissé, compatissant et surtout comment s'identifier à des personnages aussi déshumanisés? On ne parle pas d'identification pour rien au cinéma. Le 7e art ne nous transporte que lorsqu'il devient personnel et que sa morale résonne avec nos soucis. L'âge d'or au final est un bel hommage à la fin des années 90. Une série qui posait les bonnes questions, traitait les bons sujets, sous couvert d'une innocence qui l'a rendue grand public. Même lorsque la série s'est affranchie des contraintes de ses créateurs et s'est reposée sur un humour déjanté, les blagues n'avaient plus le même impact. J'ai toujours cette réaction, peut-être un peu commune, à la fin d'un épisode où je suis incapable de sauter le générique, tant l'épisode me tourne encore dans la tête.